Alors, bienvenue à la revue hebdomadaire de l'actualité crypto présentée par votre crypto coach. On est le 2 février, puis on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc, petit rappel, on a la chance de pouvoir se rencontrer tout au long de la semaine. Sur l'heure du midi, il y a toutes sortes d'activités comme ça. On est présentement lundi midi, c'est la revue de la hebdo de l'actualité crypto. Demain et jeudi, on va avoir un petit retour sur les modules, la base. Donc, on passe au travers des fondamentaux à comprendre pour mieux comprendre ensuite de ça l'actualité. Sinon, réflexion de la semaine, cette semaine, mercredi midi, je vais rentrer dans un sujet qui concerne l'actualité danger crypto. On a souvent vu dans la dernière année toutes sortes d'histoires plates. Et puis, comment faire pour se prémunir contre cela? Surtout pas vous partir un statut d'influenceur visible de tous. Puis, vendredi, ça va être question-réponse sur l'heure du midi. Donc, ça, c'est le micro ouvert. Avis de non-responsabilité. Donc, il n'y a pas de conseil légal, financier ou fiscal. Même si éventuellement, le 4 mars prochain, on va parler de fiscalité ensemble, parce qu'on va inviter Martin Delay à venir jaser avec nous. Mettez ça à votre agenda. On s'en va dans la communauté. Et actualité, c'est parti. Donc, ici, la première nouvelle dont je veux vous parler clairement, parler du prix. Ça l'a touché 74 000 cette semaine. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les métaux précieux ont monté en flèche dernièrement, symbole qu'il y a beaucoup d'incertitudes au travers du monde entier au niveau géopolitique. Règle générale, quand les métaux précieux montent, ce n'est pas que le besoin d'avoir plus d'or pour faire des composantes électroniques. C'est vraiment l'objectif, c'est de sécuriser ses avoirs. L'or n'est pas un actif normalement qui donne beaucoup de rendement. C'est un cran d'arrêt. C'est pour empêcher de tomber par terre quand on est positionné sur quelque chose de volatile. Et donc, l'or et l'argent, dans la dernière semaine, ont monté en flèche. Et puis, il y a une correction fondamentale en fin de semaine. Quand on parle de correction, c'est juste, on appelle ça comme ça, mais c'est juste comme le prix se replace en dehors des esprits échauffés. Donc, on corrige à la baisse. Juste pour vous donner une petite idée, là, présentement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est autour de 77 000 US, donc environ 107 900 Canadiens. La chute récente, c'était, on a touché le 74 546 ce lundi au point le plus bas par rapport à avril 2025. Il y a eu des liquidations massives, plus de 2,5 milliards ont été liquidés sur le marché des crypto-monnaies durant ce crash du week-end dernièrement. Et puis, l'effet marquant, le risk-off. Qu'est-ce que c'est risk-off global? Bon, le risk-off, c'est quand on dit que en général, c'est l'attitude que l'on a. On débarque du risque. Quand on se sent confiant, en général, on peut se permettre d'aller chercher des investissements qui sont plus risqués. Par exemple, je sais pas moi, plus Nvidia ou Tesla ou peu importe. Et donc, risk-off, ça veut dire que les investisseurs en général veulent débarquer du risque. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de gens qui sont débarqués, qui ont décroché de Bitcoin. Ça coïncide avec une instabilité généralisée des marchés financiers. La chute qu'on a vue dernièrement, ensuite à une montée fulgurante et funiculaire, comme on dit, sur l'or et l'argent de vendredi dernier. Donc, dans le courant de la semaine précédente, on a vu une grande montée, même dans le dernier mois. Et là, vendredi dernier, on a vu un crash s'opérer. Ça a forcé les investisseurs à vendre leurs actifs risqués. Bitcoin fait partie des actifs risqués. Et puis, c'est spécial parce que techniquement, quand on le regarde fondamentalement, il y a beaucoup d'analystes qui disent que c'est un actif qui est risk-on aussi. Donc, c'est-à-dire que dans certains cas, dans certains pays, lorsqu'il y a une débandade monétaire, comme ça a été le cas en Argentine, dans des pays plus instables politiquement, on l'a vu aussi en Iran récemment, lorsque le rial a plongé, mais le prix du Bitcoin, évidemment, s'est apprécié. Donc, dans certains cas, c'est vraiment considéré comme un actif risk-on. Et puis, alors, il y a certaines personnes qui vont vers Bitcoin pour couvrir leurs pertes parce que clairement, c'est volatile, Bitcoin, mais ça peut être beaucoup plus stable que certaines autres devises. La nomination à la Fed récemment aussi, donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Kevin Warsh a été nommé par Donald Trump pour être le prochain président de la Federal Reserve of America qui va remplacer Jerome Powell. Et ça pèse aussi sur le marché, sur le sentiment du marché, parce que il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à la Fed en général. Trump a fait beaucoup d'ingérence dernièrement. Normalement, les politiciens ne se préoccupent pas de ce qui se passe avec le dollar. C'est la job, justement, du gouverneur de la Fed et de ses 200 économistes de se préoccuper de comment qu'on va conduire la politique monétaire. Et dernièrement, Trump a été très
cocky, bullying, je dirais, par rapport à Jérôme Powell. Et ne pas savoir comment la Fed pourrait continuer à honorer sa propre indépendance dans ses décisions. Je pense que ça inquiétait énormément le marché. Récemment, ce qu'on a vu avec la nomination de nouveaux joueurs, qui s'appelle Kevin Warsh, c'est que le marché a dû se dire, bon, ben, ça y est, on sait à quoi s'en tenir, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Je vais en revenir tantôt sur la nomination de Kevin Warsh dans une autre nouvelle où je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Il y a eu des sorties de fonds des ETF. Donc, la semaine dernière, des ETF, c'est des fonds négociés en bourse, en anglais. La semaine dernière, ça a enregistré l'une des plus grosses sorties de fonds pour les ETF Bitcoin américains. Donc, environ 1,5 milliard qui ont été retirés. Ça, on parle quand même sur un marché là d'environ quoi 2000 milliards, 1500 milliards. Donc, on parle quand même d'1% dans ce cas-ci, mais même pas, 1 pour 1000. Mais il y a eu beaucoup de retraits par des investisseurs institutionnels, donc les BlackRock de ce monde qui ont offert à leur clientèle des produits dérivés de Bitcoin comme les fonds négociés en bourse spot ETF. Ils reçoivent des ordres de vente parce que les gens se disent, ben là, moi, peut-être que j'avais comme fait trop d'effets de levier sur l'or, sur l'argent, j'ai besoin de liquidité, je veux m'empêcher de vendre à perte ou quoi que ce soit, ou je veux... Bref, je manque d'argent. C'est ça qui se passe quand il y a une grosse correction dans le marché. Il y a beaucoup de gens qui jouaient trop risqués, puis là, pouf, ils sont obligés d'aller chercher des liquidités là où ils peuvent. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs comme la réaction des acteurs dans le milieu. Mais en fait, on a remarqué que plusieurs personnes, pendant que ça chutait, se sont dit « Ma foi du bon Dieu, voilà des rabais ». Alors, on a Justin Sun, qui est un des joueurs très vocal sur, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est quelqu'un qui est un analyste très pro-Bitcoin qui a acheté pour 100 millions de Bitcoin durant la chute. Michael Saylor de MicroStrategy ou de Strategy B a connu aussi, a continué à accumuler des Bitcoins avant le crash. Alors, c'est comme si lui, sa stratégie, ça change pas grand-chose. Donc, voilà pour cette analyse-là très globale de ce qui s'est passé. Tout ça pour vous dire que c'est quand même assez normal dans le monde de Bitcoin, des chutes comme ça. Ce qui n'était pas normal dernièrement, c'était de voir toute la correction intense qu'on a vue en lien avec le marché des métaux précieux. Je vais vous parler rapidement d'une information sur laquelle je suis tombé. C'est juste qu'il y a eu une publication, dans le fond, de la liste des compagnies qui détiennent du Bitcoin. Et comment on fait ça? En général, c'est que il y a des données qui sont publiées publiquement lorsque des entreprises s'exposent à des produits dérivés de Bitcoin. Donc, on voit ça, par exemple, à la Securities and Exchange Commission. On voit des demandes puis la divulgation qui a lieu. Et c'est comme ça qu'on a accès à cette information-là qui est publique. Et puis, faut quand même le dire, là, il y a 19,9 millions de Bitcoin qui ont déjà été minés sur les 21 millions. Puis plus ça va aller, moins il va s'en miner. Et on voit que plusieurs entreprises, vous irez voir ça éventuellement. Ça c'est un espèce de petit document. Là, c'est un graphique qui vous donne une idée de quelle est l'ampleur de la détention des bitcoins que ce soit des bitcoins directement ou des fonds négociés en bourse, mais de la détention de bitcoin, de l'exposition à bitcoin par des entreprises. Alors, on a Strategy qui en possède, à l'heure où on se parle, 713 000. Ensuite de ça, d'autres grosses entreprises qui s'exposent à Bitcoin. Fait que vous voyez le top, même plus que 40, là. Vous allez pouvoir, éventuellement, si vous voulez aller voir ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur bitcointreasuries.net et vous allez avoir l'ensemble de la liste des entreprises qui s'exposent à Bitcoin. Et dans certains cas, ils le font tout simplement parce qu'ils comprennent que Bitcoin est un peu condamné à s'apprécier au fil du temps par sa désinflation en termes de masse monétaire. En plus ça va, plus il se crée moins de Bitcoin. Vous voyez, regarde, il y a même des entreprises canadiennes comme Bitfarm, qui est une entreprise de minage. Ils possèdent présentement 1827 Bitcoin. Donc, ça vous donne une idée, si ça vous intéresse de creuser un peu quelles sont les entreprises canadiennes en lien avec ça, soit qu'ils opèrent dans le milieu des crypto-monnaies ou soit carrément qu'ils décident de se servir des crypto-monnaies pour pour diversifier leur trésorerie. Donc, je voulais vous partager ça parce que je suis tombé sur cette nouvelle-là. Ben, c'est pas une nouvelle en soi, mais c'est juste qu'il y a une nouvelle liste là, qui a été mise à jour dernièrement. Retour ici à l'actualité. Hong Kong. Donc, ça, c'est le fun parce que pendant que il y a d'un côté les Américains qui ont eu Tether et Circle, qui sont les plus gros joueurs de crypto-monnaies stables, donc de stablecoins.
et que pendant qu'il y a énormément de monde à travers des gens à travers le monde qui possèdent ce dollar américain-là encapsulé dans une crypto, ben l'Asie réagit en disant faudrait nous aussi commencer à avoir notre propre stablecoins qui n'est pas dénominé en dollars américains mais qui est dénominé en yuan ou autre monnaie, autre devise. Et là, la nouvelle qui est tombée, c'est que Hong Kong va cible le mois de mars pour avoir une réglementation finalisée concernant les émissions de licences pour les entreprises qui veulent émettre des stablecoins. Donc, ils disent oui, hein, oui aux stablecoins, oui, mais sous permission. Hein, sous permission, sous permis. Ça prend un permis pour opérer. Alors, en gros, la manière ça va fonctionner, c'est pas mal analogue à ce qui se passe aux États-Unis, mais ça va devoir, si vous voulez éventuellement être une entreprise Hong Kong, ben vous devez comme avoir un permis de la Hong Kong Monetary Authority. Donc, ensuite de ça, vous devez avoir des réserves réelles. Si vous émettez un stablecoin, une unité en circulation, vous devez avoir la vraie devise. Vous devez avoir exactement le même nombre d'unités dans vos coffres ou peut-être même éventuellement exposé à des bons du trésor à court terme. L'argent des clients doit être séparé. Donc, la trésorerie de l'entreprise, c'est une chose versus la trésorerie des gens qui ont pris des stablecoins, sont partis avec. Donc, vous devez garder l'équivalent en devise dans votre compte de banque. Et puis, en même temps, on aurait l'ensemble des règles qui existent pour lutter contre les crimes financiers. Donc, le taux blanchiment d'argent, évasion fiscale, sanctions économiques, etc. Donc, il y a déjà une trentaine d'entreprises qui sont sur les rangs. Il y a des banques, des fintechs, des géants techno. Okay? Et puis, il y a même des initiatives chinoises qui sont freinées par rapport à ça. Donc, vous voyez toujours la dualité entre Hong Kong et Pékin. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre au monde asiatique d'avoir aussi leurs stablecoins. Et Hong Kong veut devenir un hub mondial des stablecoins pour faire compétition aux Américains. Pendant ce temps-là, on a la France qui hésite, en fait, qui refuse d'aller dans cette direction-là, puis qui veut miser sur l'euro numérique. Alors, puis aussi dans le milieu de la crypto, là, il y a des gens qui se prononcent, comme Vitalik Buterin, qui est un des cofondateurs d'Ethereum, en fait, qui est le gars le plus présent, qu'on voit un peu partout. Il a l'air vraiment d'un geek, là, avec des chandails de licorne, il est très spécial. C'est un Russe d'origine canadien d'adoption. Il s'est prononcé là-dessus en disant que ben, c'est bien en fait qu'il y ait de plus en plus de stablecoins et idéalement décentralisés et que ce soit des stablecoins adossés à d'autres devises que le dollar parce que ça va donner plus de diversité économique dans l'écosystème, ça va empêcher le dollar américain d'avoir un rôle hégémonique. Fait que c'est ça qui s'en vient. Alors, si jamais vous voulez vous exposer au yuan, vous allez éventuellement pouvoir le faire ou au dollar d'Hong Kong. Vous allez pouvoir le faire à travers des stablecoins qui vont être émis par des entreprises. Mais j'ai dit le yuan, c'est une erreur parce que visiblement, Pékin ne veut pas aller là-dedans présentement. Quoiqu'à l'interne, ils permettent les stablecoins. Ils ont déjà une crypto-monnaie qui existe là, en Chine, mais dans les faits, Hong Kong est un marché ouvert et ça va vous permettre éventuellement de vous exposer au dollar Hong Kong. Alors, voilà pour cette nouvelle-là. Si je retourne dans la section actualité, Wall Street, donc, je ne sais pas si vous avez été au courant, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi mes dernières revues de l'actualité, mais ce que je disais, c'est que le Clarity Act avait été avorté en cours de route parce que les banques s'en sont mêlées, les lobbies ont commencé à parler aux politiciens, ils ont voulu faire amender le projet de loi du Clarity Act, justement pour empêcher les nouveaux joueurs crypto d'offrir des rendements et des intérêts, un peu comme les intérêts qu'il y a en banque. Quand que vous mettez votre argent à la banque, à la caisse, ben vous avez un petit intérêt, là, épargne stable, intérêt quotidien et tout ça. Alors, le milieu bancaire est habilité à pouvoir offrir ce genre de rendement-là, alors que la crypto, c'est pas clair encore. Et dans la nouvelle version du Clarity Act, qui a été, dans le fond, tripotée à la dernière minute par les banques, ben, il était question qu'on empêche le milieu de crypto d'offrir du rendement. Puis ça trahit un peu l'état des banques actuellement qui sont en mode panique. Et parce que c'est pas compliqué, eux autres ils sont tellement lourds à rouler qu'ils ont de la misère à offrir du 1,5% d'intérêt, alors que les petits compétiteurs en crypto à côté, eux autres, ils offrent du 4% minimum de rendement d'intérêt. En parallèle, et c'est là la nouvelle cette semaine, c'est que le président de la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui s'appelle Paul Atkins, qui a été d'ailleurs nommé par Trump, il retarde l'exemption à l'innovation des crypto-monnaies.
Alors, ça veut dire que l'industrie bancaire trouve ça très difficile de savoir qu'il pourrait y avoir plein de compétiteurs qui arrivent et ils vont faire du lobbying auprès des institutions réglementaires comme la Securities and Exchange Commission pour s'assurer que ça n'arrive pas de sitôt. Alors, ils sont en mode panique et ils sont en mode on s'accroche à ce qu'on peut présentement puis on use de l'influence qu'on peut. Et tout ça, au final, pour retarder le moment où il y aura un changement de paradigme, où est-ce qu'on passe du bon vieux disque ou de la cassette au MP3, qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus léger, transportable à la vitesse d'une connexion. C'est la même chose avec la crypto, c'est un peu l'équivalent dans le milieu bancaire. C'est qu'on a comme le bon vieux mode analogue, même s'ils sont numérisés. Il reste que c'est encore gros, c'est encore lourd. Je veux dire, quand on regarde des institutions financières, il y a beaucoup de monde qui travaille là. Quand on regarde chez Tether, si je me trompe pas, sont 100 à faire des chiffres d'affaires qui sont faramineux. Donc, pourquoi? Parce que la technologie est beaucoup plus légère, parce qu'on utilise des blockchains plutôt que des bases de données centralisées, parce que c'est beaucoup plus facile de sécuriser l'information plutôt que d'utiliser des engins des équipes de sécurisation de bases de données. Fait que, bref, c'est un changement de paradigme. Les banques, ils aiment pas ça. Ils freinent, mettent le pied sur le break et ça joue du coup du solide présentement pour s'assurer que les petits joueurs, les petits nouveaux ne puissent pas prendre leur place. C'est très le fun à regarder. Moi, j'aime ça. Évidemment, on sait bien que les banques traditionnelles vont perdre à la fin de l'histoire. Je vous dis ça de même, mais bon. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Je veux dire, quand t'es pas capable d'offrir quand t'es pas capable de compétitionner des petits joueurs qui font la même affaire, mais pour 4 à 8 à 12 de rendement versus toi qui en offres 0,5, ben puis qui garde, quand c'est possible, la part des profits dans ses poches, ben c'est ça. Je pense que rendu là, money talks. Voilà. Sinon, j'en ai parlé tantôt. Alors, pendant que Trump est en train de montrer la porte à Jérôme Powell, ça c'est lui, on a la nomination de Kevin Warsh qui va remplacer Jérôme Powell, ce qui a eu aussi un effet sur les marchés, cette annonce-là. Ça l'a un peu calmé le jeu récemment. Mais il y a une nomination, il va rentrer en poste plus tard dans le courant de l'année. Je pense que c'est au mois de juin, si je me trompe pas. Je dis ça de mémoire. Puis, bon, évidemment, la Fed, c'est toujours le garde-fou économique par leur rôle de jouer avec les taux d'intérêt, de jouer avec la quantité d'argent qui est imprimée ou qui est supprimée du marché. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'en parallèle, il y a eu une petite entrevue ici qui a lieu. Vous pourrez cliquer éventuellement sur cette petite entrevue et on voit ici notre ami M. Warsh qui répond à quelqu'un en entrevue par rapport à Bitcoin. Et c'est frappant de voir à quel point c'est clair pour cet homme-là qui a envie de retourner à une politique monétaire plus traditionnelle. Ça veut dire quoi? Peut-être pré-1971 où le dollar américain était fondé sur l'or. Ça veut dire qu'avant, on pouvait pas imprimer plus que 35 dollars US en circulation. On ne pouvait pas les mettre en circulation si tu n'avais pas un 11 $ dans les coffres. C'était ça la règle. Nixon a changé ça à un certain moment donné parce que justement, ils vivaient au-dessus de leurs moyens, les Américains. Ça coûtait cher d'aller à la guerre au Vietnam. Puis aussi, le président Johnson avant Nixon, dans les années 60, était très dépensier. Là. C'était comme l'État-providence. Alors, dans ce contexte-là, on a détaché le dollar américain d'une valeur stable. On pense que dans ce contexte-là, à écouter ce petit bout d'entrevue, d'ailleurs que vous pourrez éventuellement relire ici en français, on pense que le nouveau joueur là, qui va prendre la tête de la Fed est quelqu'un qui est beaucoup plus favorable à l'indépendance de la Fed, à une politique monétaire plus traditionnelle, puis à une réduction du bilan de la Banque centrale. Ça veut dire quoi une réduction du bilan de la Banque centrale? Ça veut dire d'arrêter d'imprimer de l'argent non-stop à partir de rien. Donc, c'est quelqu'un qui veut ramener l'économie à moins d'impression monétaire, fonder les billets en circulation ou les unités en circulation à quelque chose de solide. Est-ce que ça sera l'or? Est-ce que ça sera Bitcoin? On verra. Mais ça risque d'être le fun à observer. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça, allez voir la petite entrevue. Puis aussi une autre, le gars en question qui s'appelle Gary Cohn lors d'une émission qui s'appelle Face the Nation sur CBS News a aussi parler de cet homme-là comme étant quelqu'un non seulement de compétent, mais aussi qui est beaucoup plus traditionnel. Fait que c'est spécial de voir que en crypto,
quand on est du style revenons à un monde lavoisier où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ou est-ce qu'on est contre la création monétaire out of the fucking air? Et non, je ne mettrai pas de bip sur mon montage. Et clairement, c'est comme si on est traditionnaliste. On veut revenir à un monde où est-ce que ça prend du travail avant qu'une unité existe. Puis c'est le cas avec Bitcoin, en fait, comme l'or. Il faut creuser pour aller chercher, pour aller miner de l'or, il faut le raffiner, il faut le transporter, il faut le garder. Donc, il y a un effort de ressources humaines, de ressources matérielles et énergétiques qui est là pour pouvoir faire la création monétaire. C'est la même chose avec Bitcoin. Ça prend une panoplie d'ordinateurs partout dans le monde qui vont chercher très, très, très fort à résoudre une énigme mathématique pour en arriver à créer la récompense aux mineurs. Donc, la création monétaire se fait par là. C'est-à-dire qu'il y a le travail qui existe avant l'existence même de l'unité. Alors que là, on est dans un monde où est-ce que les unités s'impriment, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus de dettes, ça fait qu'il y a plus d'unités en circulation, les liquidités sont plus accessibles, les possibilités de pouvoir dépenser sans travailler sont encore plus là. Plus qu'il y a de liquidités dans le marché, plus les prix montent, plus qu'il y a de demandes pour quelque chose, plus que les prix montent. Pas parce que l'offre n'est pas nécessairement toujours là pour à côté. Donc, c'est inflationniste au niveau des prix d'avoir une politique monétaire inflationniste au niveau des unités en circulation. Fait que très intéressant de voir que on monte la porte à quelqu'un qui est... c'est pas Powell qui a instauré ça, cette politique-là d'imprimer de l'argent à partir de rien. On a, comment il s'appelle, Greenspan, avant, il y en avait plusieurs des banquiers centraux qui avaient cette politique-là. Un peu comme on reporte toujours à plus tard les problématiques, genre vivons maintenant, dépensons maintenant, payons plus tard. Mais cette logique-là ne fonctionne pas à long terme. Tout ce que ça fait, c'est que ça laisse un monde pire à nos enfants. C'était mon petit côté pamphlétaire et éditorialiste de la semaine. Sinon, bien, je terminerai peut-être par cette nouvelle-là en beauté. Avec les Émirats arabes unis acceptent un stablecoin pour payer l'État. Donc, c'est une nouvelle intéressante, je trouve. Ça s'appelle le AE Coin pour Emirates Arabes, les Émirats arabes, AE, Arab Emirates, c'est ça, coin. C'est un stablecoin, encore une fois, indexé 1 pour 1 sur le dirham, qui est la devise des Émirats arabes unis, comme un moyen officiel de paiement. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu peux payer tes taxes, des redevances, tu peux payer tous les services publics avec ce stablecoin-là, ça a cours légal. Alors, ils sont en train d'ouvrir ça, et puis ça a été émis par la M-Bank, qui est une banque locale, et qui nécessite d'avoir un portefeuille, un wallet particulier. Donc, ça vient avec la technologie aussi. Donc, les gens téléchargent leur application, j'imagine, pour être capable de s'échanger ces coins-là. Mais ça devient un signal fort qui montre comment certains États utilisent les stablecoins comme un outil de modernisation administrative sans renoncer au contrôle monétaire. Ceci dit, je tiens quand même à vous dire, puis ça, c'est un petit ajout personnel, il faut comprendre qu'un stablecoin, c'est un token ERC20 ou peu importe, là, et c'est une technologie qui est analogue à celle d'Ethereum et qui est compatible avec la programmabilité. Donc, programmation. Exemple, puis je donne toujours cet exemple-là, vous, si jamais je le dis trop souvent, puis vous trouvez ça plate, vous pourrez faire skip. Mais c'est, imaginez que vous allez au Café La Rue, vous prenez un café puis vous payez en stablecoins. Au moment d'envoyer le stablecoins à la caisse enregistreuse, là, imaginez que vous l'envoyez un contrat intelligent qui dit « OK, parfait, donc provision pour impôt, on envoie un pourcentage. TPS, on envoie ça directement au gouvernement. TVQ, on envoie ça directement au gouvernement. Le pourboire, barista. On envoie ça à la personne qui a fait le café. » Donc, la possibilité d'avoir la programmabilité en temps réel, c'est extraordinaire parce que c'est de la monnaie numérique qui est programmable, contrairement à la monnaie numérique actuelle qui nécessite toujours de créer un logiciel à quelque part dans un ordinateur pour pouvoir faire de la comptabilité, mais on ne joue pas réellement avec l'argent natif sous forme de token. On joue avec de la donnée. Et donc, ça veut dire que c'est un changement de paradigme. Ça va faire, si vous pensez que vos jobs sont en jeu avec l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de jobs comptables qui sont en jeu avec l'arrivée des stablecoins parce que cette monnaie-là, elle est très agile. En contrepartie, c'est aussi une monnaie qui est plus traçable. Et c'est une monnaie qui est programmable dans le sens que si les Émirats arabes unis veulent empêcher notre ami Dominique, quand il se pointe en avion, de dépenser l'argent parce que il a dit telle chose contre le régime, ils peuvent aussi le faire. Donc, il y a quelque chose d'un peu dystopique aussi qui vient avec tout ça. Alors, et on l'a vu récemment, il y a eu un gel, j'en ai parlé la semaine passée, il y a eu un gel des avoirs de l'Iran qui ont utilisé les stablecoins, je pense que c'était le USDT, pour échanger environ 500 millions de dollars pour convertir leur propre monnaie en dollars américains pour justement lutter contre la dévaluation causée
de leur propre devise, causée par les événements qui étaient en place, manifestations, etc., qui a fait plonger le rial vraiment, vraiment en perte de valeur. Donc, l'Iran a décidé de convertir une partie de leur trésorerie en USDT jusqu'au moment où est-ce que ils se sont fait spotter par les systèmes de surveillance américains pour finalement se faire geler. Fait qu'ils ont perdu quelque chose comme une trentaine de millions, 37 si je me trompe pas, qui n'ont pas réussi à convertir à temps en passant par ces canaux-là. Fait que donc, il y a aussi l'intervention de l'État qui est possible avec les stablecoins. Voilà. C'est ce qui complète la revue, pour moi, la revue de la semaine en crypto. Encore une fois, si vous voulez revoir tout ça, simplement, vous allez dans la communauté. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous allez dans la section actualité et vous allez voir toutes les nouvelles qui ont été couvertes, mais depuis fort longtemps, depuis l'année passée. Déjà, ça fait bientôt 1 an que je fais ça. Alors, à ce stade-ci, je vais ouvrir les micros, donner la parole à tout le monde. Mais avant, je veux quand même prendre le temps de vous rappeler que nous avons ici des rencontres à tous les midis pour les gens qui sont abonnés à la communauté de pratique. Et donc, alors, il y a la possibilité aussi de pouvoir prendre des petits rendez-vous avec moi en tant que votre crypto coach. Et le premier rendez-vous est gratuit, c'est un rendez-vous de bienvenue. Alors, pour les gens qui ne l'ont pas pris encore, réveillez-vous! Et je vous dirais, en terminant, pour ceux qui vous trouvent le moyen de voir ce truc-là en playback, ben, vous pouvez avoir accès à l'abonnement avec un 25% en utilisant ce code promo-là. Ici, le code promo, comme tel, si vous le rentrez à la mitaine, c'est 25%. Ça s'écrit comme ça. Sinon, si vous utilisez directement ce lien-là avec le QR code, ça vous mène directement à la place. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour votre attention et j'ouvre les micros à l'instant. Come on!